It's good over here. Oh, we're good over here. Thank you. Thank you all. Thank you to our witness, Mr. Sauvé, for coming. Merci à notre témoin, M. Sauvé, de se présenter à l'avance et d'accepter de commencer plus tôt que prévu. Alors, bienvenue en vertu de, conformément à l'article 108.2 du règlement et à la motion adoptée par le comité le 18 septembre, le comité reprend son étude sur la capacité du Canada à renvoyer les ressortissants étrangers ayant un casier judiciaire. Je souhaite la bienvenue à notre témoin de cet après-midi de la Fédération nationale de la police, M. Brian Sauvé. Monsieur Sauvé, bienvenue. Vous disposez de 5 minutes pour votre déclaration liminaire. Merci, Monsieur le Président et membres du comité. Alors, je m'appelle Brian Sauvé, je suis président et PDG de la Fédération nationale de la police nationale qui représente près de 20 000 membres de la GRC au service des collectivités. Bien que la responsabilité de renvoyer les ressortissants étrangers incombe à l'Agence des services frontaliers en vertu de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, la GRC joue un rôle de soutien essentiel. La GRC intervient principalement dans 3 domaines. Premièrement, l'identification des malfaiteurs lors des arrestations, des contrôles routiers, des enquêtes criminelles et des activités de renseignement. Deuxièmement, les interceptions à la frontière, en particulier entre les points d'entrée, y compris celles concernant des personnes ayant des antécédents criminels ou faisant l'objet d'enquêtes en cours. Et troisièmement, le soutien au renvoi à haut risque en localisant, arrêtant et sécurisant les personnes qui constituent une menace pour la sécurité publique. Dans les provinces sous contrat avec la GRC, ces responsabilités incombent souvent directement aux membres de première ligne. Cela peut alourdir considérablement la charge de travail des détachements qui font déjà place à un volume élevé d'appels et d'autres défis en matière de maintien de l'ordre. Cela augmente également les risques pour la sécurité des patients, les agents plutôt. Les personnes qui cherchent à éviter l'expulsion peuvent s'enfuir, résister à leur arrestation ou récidiver. Cela souligne le fait que l'application des lois en matière d'immigration doit rester une responsabilité fédérale soutenue par des ressources policières fédérales dédiées de la GRC plutôt que d'être transférée aux agents de police communautaire. Aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur 3 domaines dans lesquels une action fédérale pourrait renforcer la capacité du Canada à expulser les ressortissants étrangers impliqués dans des activités criminelles ou ayant des casiers judiciaires. Premièrement, des ressources dédiées et un financement fédéral réservé. La réalité opérationnelle est que les enquêtes sur les fugitifs détournent les agents de police de première ligne de leurs tâches principales, ce qui réduit leur capacité d'intervention et augmente leur charge de travail. L'engagement pris dans le budget 2025 d'embaucher 1000 nouveaux agents de la GRC est bienvenu, mais pour être efficace, la police fédérale doit recevoir un financement réservé et dédié à l'application de la loi en matière d'immigration et au soutien du renseignement à l'Agence des services frontaliers. Une capacité policière fédérale dédiée signifie une identification plus précoce des personnes à haut risque, un renforcement du développement du renseignement et une meilleure coordination avec l'agence, l'IRCC, le SCRS, et tous les services de police. Deuxièmement, renforcer le partage d'informations et mettre à jour la législation sur la protection de la vie privée. L'efficacité des renvois repose sur des informations précises et actualisées. À l'heure actuelle, le partage d'informations entre l'agence, l'IRCC, le SCRS et la police n'est pas uniforme. Les membres de la GRC reçoivent souvent des informations partielles, obsolètes ou incomplètes sur le statut d'immigration d'une personne, son niveau de risque, son ordre de renvoi ou ses absences aux audiences. Dans certains cas, la divulgation est limitée en raison d'obstacles législatifs ou interprétatifs liés à la protection de la vie privée, non pas parce que le partage est dangereux ou inapproprié, mais parce que les règles ne sont pas claires, tout simplement. Le Canada a besoin d'un partage automatisé et en temps réel des données entre l'Agence des services frontaliers et les systèmes policiers, y compris des indicateurs de statut d'immigration et les alertes de non-comparution dans le CIPC. Il faut également clarifier la législation sur la protection de la vie privée afin de garantir qu'elle favorise plutôt que de restreindre la divulgation en temps opportun des informations nécessaires à la sécurité publique. Les dispositions du projet de loi C2 relatives à l'accès légal constituent une étape importante. Les personnes qui échappent à l'expulsion changent régulièrement d'appareil, utilisent des téléphones non enregistrés ou se cachent derrière des plateformes cryptées. Alors,
Mais il s'agit là d'un outil parmi d'autres. L'amélioration de l'accès légal doit s'accompagner d'un renforcement du partage d'informations en matière d'immigration. Sans ces deux éléments, des lacunes critiques subsisteront dans l'application des mesures d'expulsion. Troisièmement, élargir des groupes de travail conjoints et les unités d'application de la loi. L'expulsion efficace des étrangers à haut risque nécessite un travail coordonné entre plusieurs organismes. Aucun organisme ne peut gérer seul ces cas. Les groupes de travail conjoints permettent de partager rapidement les renseignements, de réduire les doubles emplois et de garantir que tous les partenaires travaillent à partir des mêmes renseignements. Des exemples récents, tels que le groupe de travail sur l'extorsion de la GRC, montrent l'intérêt des opérations intégrées. Son travail a aidé l'ASFC à ouvrir des enquêtes sur 96 personnes potentiellement inadmissibles et a directement contribué à plusieurs renvois. Les membres de la GRC sont fiers de servir les Canadiens pour continuer à assurer la sécurité des communautés. Nous avons besoin des ressources police fédérales dédiées, de cadres modernisés pour le partage d'informations et d'une coopération interinstitutionnelle plus forte. Merci, M. Sauvé. Nous allons commencer la première ronde. Madame Kirkland, vous avez 6 minutes. Merci, M. Sauvé. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. J'ai l'impression, basé sur ce que vous venez de dire, qu'il y a des centaines et des milliers de ressortissants étrangers ayant des casiers judiciaires et qui manquent à l'appel au Canada. Mais vous ne pensez pas que le système actuel fonctionne et qu'il nous faut revoir ce système ou au moins plus de soutien? Est-ce que vous pouvez en parler davantage? Je pense que tout le système, tout not working? I wouldn't say that. modernisé et a besoin d'être amélioré de façon continue. Bon, est-ce que ça fonctionne pas? Je ne dirais pas ça. Ça fonctionne, mais la capacité est limitée et ça ne répond pas aux besoins des Canadiens. Pensez-vous qu'il y a assez de collaboration entre l'agence et la GRC? Est-ce qu'il y a moyen d'améliorer cette collaboration-là? Bien, il y a toujours moyen d'améliorer la collaboration. Je ne peux pas parler pour l'agence, mais je soupçonne qu'ils partagent les mêmes préoccupations que nous. Donc, plus de capacité, plus de personnes sur le terrain pour pouvoir faire appliquer la loi, plus de soutien serait grandement apprécié. Merci. Combien souvent est-ce que les agents, parlant de façon générale, rencontrent des ressortissants internationaux ayant des casiers judiciaires de façon régulière? Dans mon expérience à moi, en tant qu'agent de première ligne en Colombie-Britannique, j'ai rencontré 2 individus en faisant des contrôles routiers. Mais quand je parle à mes collègues qui travaillent aux frontières, ces personnes rencontrent ces individus plus fréquemment. Parce qu'il y a des gens qui traversent la frontière ou ils composent avec la traite des personnes humaines qui essaient de profiter de ceux qui essaient d'entrer au pays. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on les rencontre? Est-ce qu'on les met en détention? Est-ce qu'on les libère? Quel est le processus? Eh bien, pour nous, on les prend en détention et on les transfère à l'agence. Et qu'est-ce qui se passe avec ces personnes après? Ou est-ce que c'est quelque chose que je dois demander à l'agence? Vous devriez vous informer auprès de l'agence. Ce sont eux les experts. Mais il me semble que ces personnes devraient être détenues avant qu'ils soient renvoyés pour empêcher qu'ils s'échappent, mais je soupçonne que ce n'est pas ça qui se produit. Vous avez mentionné qu'ils s'enfuient, qu'ils résistent à l'arrestation et qu'ils récidivisent. Est-ce que vous parlez après détention? Illegally. Si quelqu'un est au Canada de façon illégale et qu'il a un casier judiciaire, s'ils sont libérés sous promesse de comparaître, ils pourraient récidiver. Donc, on libère ces personnes après qu'on les met en détention plutôt que de les renvoyer. C'est ça? Oui, si je comprends bien, oui. C'est pas dans tous les cas, mais certaines personnes sont libérées, oui. Mais basé sur le témoignage de la sécurité publique, bon, il disait que quand on libère ces personnes, on a une adresse, mais on ne sait pas où vont ces personnes-là. Est-ce que vous
comment est-ce que le Canada est arrivé au point où tant de ressortissants étrangers peuvent simplement disparaître avant la déportation? Est-ce que vous avez d'autres commentaires à ce sujet-là? Non. Quel danger posent ces personnes au public, d'après vous? Who we're talking about? Eh bien, sans savoir de qui on parle, ou sans, je ne peux pas vraiment faire de commentaires, Have a challenge with mais il y a certainement un défi en ce qui concerne ceux qui sont au pays de façon illégale et qui n'ont pas été évalués proprement. Il me reste combien de temps, Monsieur le Président? 1 minute et 40 secondes. Je vais changer, je passe à une autre question. On m'a fait savoir que la GRC a récemment fait un examen concernant les armes à feu et elle recommande que le gouvernement du Canada revoie le système de classification des armes à feu. Alors, c'est peut-être un peu hors sujet, mais j'ai une question rapide. D'après moi, ce rapport est troublant. Il semble avoir été fait en secret. Je ne sais pas quelles consultations ont été faites et je ne sais que vous ne pensiez pas qu'on allait vous poser des questions sur ces questions, mais si vous avez des commentaires que vous pouvez partager avec le comité, ça nous aiderait. Bien, quand on parle d'armes à feu, moi, je soutiens l'idée de mettre fin au trafic des armes à feu plutôt que d'investir ailleurs. OK, c'est bon à savoir, merci. Quelles sont les qualifications des gens de la GRC qui ont rédigé ce rapport-là? Ah, non, OK. Donc, vous ne savez pas. Bon, il y a du caviardage dans ce rapport-là, mais vous ne savez pas ce que le texte caviardier représente. Bon, 30 secondes. Bon. Est-ce que la GRC peut dire avec confiance aux Canadiens que les personnes manquantes vont récidiver? Vous ne pouvez pas le faire. Vous avez déjà répondu à cette question. Je ne peux pas affirmer qu'une personne qui... Non, je ne peux pas... Si vous pouviez indiquer un aspect du processus qui peut être réglé rapidement, ce serait quoi? Bien, le processus de la GRC est assez rapide. Désolé, nous allons devoir revenir. Monsieur Essassi pour 6 minutes, s'il vous plaît. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Sauvé, de revenir au comité. J'ai toujours trouvé votre témoignage très utile, très concis et très bien réfléchi. Vous avez fait 3 recommandations précises. Donc, la deuxième recommandation, ça concernait une plus grande coordination entre la GRC, les services de police et l'agence. Comment fonctionne cette coordination à l'heure actuelle et quelles seraient des alternatives qui pourraient nous permettre de faire un meilleur travail pour assurer la bonne communication et que ce soit utile aux services de police? integration works. L'intégration fonctionne. Municipal. Alors, peu importe l'ordre du gouvernement, si le gouvernement de tous les ordres travaillent ensemble sur une priorité ou si on détermine que la sécurité à la frontière est un enjeu, les 2 agences qui sont responsables, c'est-à-dire la GRC et l'Agence des services frontaliers, l'intégration au niveau de l'application de la loi et la déportation fonctionne. Il y a des équipes qui partagent de l'information comme nous faisons ici aujourd'hui. Il faut tous être sur la même longueur d'onde. On sait tout ce qui se passe avec quelles sont les priorités, quel est le travail à faire. Et ça fonctionne. Mais l'alternative, c'est d'avoir des vases clos de renseignement. Ça peut être un service de police municipal, provincial ou la GRC qui, eux, ils ont leur propre information. Ils partagent de l'information, mais là, ils se disent, est-ce que je dois caviarder cette information pour des raisons de protection des renseignements et de la vie privée? C'est en faisant ça qu'on crée des écarts. Donc, le partage d'informations entre les différents organismes, la question, c'est est-ce que cette information, est-ce que tout le monde travaille sur la même longueur d'onde? Donc, l'intégration fonctionne. Je ne remets pas en question ce que vous dites. Je suis entièrement d'accord avec vous qu'une meilleure coordination, une meilleure intégration
nous aiderait. Je pense qu'on serait tous d'accord avec cela. Mais ma question, et je vais parler de renseignement plus tard, mais disons, OK, il y a déjà de la coordination, mais comment se passe cette coordination et comment est-ce qu'on peut l'améliorer pour que les agents de police puissent faire un travail plus efficace? Ah, désolé, j'ai mal compris votre question. Bon, l'exemple que je vous ai donné, c'est le groupe de travail sur l'extorsion de la GRC qui fonctionne en Colombie-Britannique à l'heure actuelle. Donc, la GRC mène cet exercice et il y a des agents de l'agence aussi qui travaillent aussi et il y a des membres des services de police locaux aussi qui travaillent. Ça fonctionne très bien. Alors, de ce point de vue-là, la leçon qu'on peut en tirer, c'est que quand ça fonctionne, alors que ce soit une combinaison d'une agence fédérale ou provinciale, eh bien, élargissons cet exercice-là et adaptons-le aux priorités. Quand on voit que quelque chose fonctionne bien, faisons-en une unité fonctionnelle à part entière. Bon, c'est un modèle. Bon, il y a des gens qui travaillent fonctionne bien. Bon, voilà. Alors, je passe à mon prochain enjeu que vous avez identifié, c'est-à-dire le partage du renseignement. Dans votre témoignage, vous avez dit qu'il y a des mesures de protection et qui sont en place pour protéger la vie, les renseignements de vie privée. Et si nous, quelles sont les sauvegardes ou qu'on pourrait éliminer? Un des défis que j'ai mentionné au début, c'est quand les entités ne travaillent pas dans la même chambre, il y a des complications et c'est là où on crée des vases clos quand on ne partage pas tous les renseignements. Mais si tout le monde se trouve dans la même salle, la même pièce et qu'il travaille de façon coordonnée, le matériel qu'elle reçoit est reçu par toute l'équipe, toutes les agences qui travaillent ensemble. Alors, voilà les défis qu'on voit au niveau du partage des renseignements. Alors, pourvu que les gens travaillent en proximité les uns avec les autres, ce n'est pas un problème, alors que s'ils doivent faire appel à des canaux de communication, c'est à ce moment-là que ça devient, ou que ça limite le partage des renseignements? Oui. Dans mon expérience avec les équipes intégrées, tout le monde adopte une norme. Donc, l'agence ou la police de Abbotsford ou de Vancouver travaille sous la norme de la GRC. Ce qui veut dire que tout le monde utilise la même classification de sécurité. Donc, il faut intégrer ces choses-là. Donc, excellent. Merci beaucoup. Assassi. Maintenant, nous avons Madame de Bellefeuille pour 6 minutes. Merci, Monsieur le Président. Désolé. Alors, Monsieur Sauvé, on a eu l'agence qui sont venus témoigner plus tôt que vous et on a posé la question combien d'agents de renvoi l'agence avait. Et on nous a dit 350 agents liés au renvoi et 200 quelques enquêteurs qui puissent participer aux enquêtes. Vous, du côté de la GRC, est-ce qu'on a un nombre d'agents qui sont affectés à l'équipe de renvoi des services frontaliers? Ça, c'est une question vraiment dirigée au GRC. Moi, je ne suis pas sûr du numéro exact des membres GRC qui travaillent dans cette fonction-là. Peut-être pas le nombre, mais savez-vous s'il y a une équipe dédiée à quelque part au Canada, dédiée au renvoi, qui est une équipe spécialisée pour assister les agents de renvoi? Maintenant, on a l'équipe spécialisée à la Colombie-Britannique, l'extorsion, le task force là-dessus. Ça, c'est la seule dédiée juste à l'immigration. On avait nos teams IBET, si tu veux, la sécurité frontalière intégrée, qui fluctuait avec
les numéros de membres parce qu'il y avait des différentes priorités. Là, aujourd'hui, c'est une grosse priorité pour le gouvernement. Alors, ça pousse. Mais eux autres sont vraiment le border security, si tu veux, pour rentrer au Canada. OK. Pas tout retourner du monde du Canada. OK. Donc, on ne peut pas définir au niveau de la GRC. Peut-être on posera la question comme ça. On ne peut pas savoir présentement là, s'il y a une équipe dédiée qui assiste les agents de renvoi ça, ou les enquêteurs. Ça, vous ne pouvez pas nous donner ce chiffre-là. Dans le sud du Québec, où je suis la députée, il y a beaucoup de passages illégaux, un réseau criminel en force qui aide les immigrants à passer légalement vers les États-Unis ou les faire passer des États-Unis vers le Canada. Et on sait qu'il y a une équipe intégrée dans le sud du Québec, où la Sûreté du Québec, la GRC et l'Agence travaillent ensemble pour, dans le fond, essayer de mettre la main sur ce réseau-là. Donc, il y a une équipe intégrée dans le sud du Québec. Est-ce que ça, je me trompe ou... Non, c'est une équipe intégrée, sûrement. Le mandat pour eux autres, c'est pas juste Inland Enforcement, c'est aussi la sécurité la frontalière pour du monde qui rentre au Canada illégal, puis le human trafficking, tout ça qui monte des États-Unis au Canada. Il y a un passeur récemment là, qui a été accusé et qui est incarcéré depuis 75 jours. Il vient d'avoir sa sentence, va être en prison pour 4 mois. Donc, c'est quelqu'un qui est rentré illégalement au Canada, qui est incarcéré, qui va faire sa peine. Après ça, expliquez-nous donc, là, si on a des gens qui nous écoutent, une fois qu'il va être sorti de prison, là, parce que vous, votre travail, c'est d'avoir aidé l'agence à l'arrêter, à le mettre en prison. Puis après son séjour en prison, est-ce que vous avez une responsabilité ou toute la responsabilité est dans la cour de l'agence? Ça s'en va aux agences, mais ça s'en va aussi au Correction Canada. Ça dépend du longueur de l'emprisonnement. Puis ça s'en va vraiment au Québec, en primaire, aux Sûretés du Québec, puis les polices municipales au Québec. Le ressortissant-là qui est en prison actuellement pour 4 mois, qui est un immigrant illégal, après sa sentence en prison, quand il va quitter, il est pris en charge par la Sûreté du Québec, la GRC ou l'Agence des services frontaliers pour s'assurer qu'il quitte le pays? Quand tu sors de prison, ça s'en va à l'agence. À l'agence. Supporter, si l'agence la laisse passer toute seule ou il ne rapporte pas, ben ça s'en va aux Sûretés du Québec en priorité à Québec. Êtes-vous informé sur les passeurs qui sont renvoyés, mais que tout d'un coup, on s'aperçoit qu'ils sont à nouveau sur notre territoire puis qu'ils sévissent encore, ils font encore du passage illégal? Comment on peut... est-ce que vous avez cette information-là de l'agence qu'il y a un passeur qui est rentré peut-être sur une autre identité ou un autre nom, qui est revenu au Canada et qui fait encore du passage illégal? Est-ce que vous êtes informé de ces cas-là par l'agence? Votre communication est-elle assez proche pour être informé de ça? Je pense que l'équipe intégrée qu'on parlait tout à l'heure, le Sûreté du Québec, l'agence, les sûretés des États-Unis, le CBP aux États-Unis, puis la GRC, eux autres, ils ont l'intelligence là-dessus. S'il y a quelqu'un qui a passé du temps en prison au Canada, puis il était déporté, puis là, il rentre encore au Canada, faire du human trafficking, tout ça, on a cette intelligence, puis ça c'est envoyé avec toutes les agences, avec les équipes intégrées, mais il y a toujours du monde. Criminals like to evade. En français, je peux pas le dire, mais ils font l'évasion sûrement du police et puis les corps policiers. Alors, c'est toujours des nouvelles trucs pour eux autres à changer. Puis Canada, c'est une fantastique place à être, and that's why everybody wants to be here. C'est pour ça que tout le monde veut être ici. Merci, Madame de Bellefeuille. C'est fini. I'm not sure how to say good timing en français, so with that, we will move on. Bon, je ne sais pas comment dire good timing en français, mais on passe à M. Hall, 5 minutes. Merci beaucoup pour votre présentation.
et je suis d'accord avec la plupart de vos recommandations. Mais parlons de l'identification et les enjeux qui sont associés. Est-ce qu'il y a un endroit central où les policiers peuvent obtenir de l'information sur une personne? Alors, pour savoir si cette personne est recherchée, est-ce qu'il y a un endroit central où on peut obtenir cette information? Oui, c'est le Centre d'information de la police canadienne ou le CIPC. Et quel est le lien entre ça et l'information qu'a l'agence? Quand l'information CIPC n'est pas mise à jour de façon opportune, cela a un impact sur les opérations d'application de la loi à travers le pays. Alors, quelqu'un qui est arrêté pour des violences domestiques et qui comparaît pour la première fois, ces conditions doivent être mises à jour de façon opportune pour que d'autres agences d'application de la loi ou d'autres policiers qui rencontreront cet individu puissent faire appliquer ces conditions. Donc, la vitesse, c'est une question de vitesse. Donc, quelle est la rapidité des mises à jour à l'heure actuelle? La plateforme a besoin d'être renouvelée. Le logiciel est très ancien. Là. Bon. Alors, disons qu'un policier rencontre quelqu'un. Est-ce que l'agent de la GRC vérifie automatiquement le statut de la personne, c'est-à-dire si elle est recherchée ou s'il y a un ordre de déportation en cours? Eh bien, on présume, ou l'hypothèse, c'est que la personne qu'on arrête va être honnête et va me fournir sa vraie identité. Donc, ça, c'est la première hypothèse. Donc, présumons qu'on a un vrai nom. Et si j'ai le vrai nom et des caractéristiques de la personne, je peux faire une recherche précise. Mais ces gens-ci, les gens dont on parle ici ne sont pas nécessairement honnêtes. Ils savent qu'ils sont recherchés, ils savent qu'ils n'ont pas comparu en cours, donc ça peut prendre un peu plus de temps. Et ensuite, on passe à des défis liés à la détention illégale. Je peux détenir quelqu'un pendant combien de temps, par exemple? Donc, l'identité, c'est un enjeu, certainement, pour pouvoir détenir quelqu'un, mais ça devenir compliqué du point de vue du policier. Bon, il y a des images, les caractéristiques physiques, tout ça pour assurer qu'on fait affaire avec la bonne personne. Donc, autrement dit, que si la personne recherchée est devant vous, parfois, vous ne pouvez pas identifier la personne. Vous ne savez pas que c'est quelqu'un qui devrait être arrêté. Ce que je dis, c'est que ça peut prendre plus de temps. Et parfois, on doit détenir cette personne-là et demander des empreintes digitales. Bon, encore une fois, si vous rencontrez quelqu'un et vous identifiez que cette personne, c'est quelqu'un de recherché, qu'elle fait l'objet d'un ordre de dépendance, qu'est-ce qui arrive ensuite? Est-ce que vous gardez cette personne-là ou vous devez envoyer la personne à l'agence pour déportation? Oui, on envoie le dossier à l'agence. Donc, on détiendrait cette personne-là, on le met en cellule et ensuite, on avise l'agence. C'est leur mandat, c'est leur ordre de déportation, donc on transfère la détention. Et ça prend combien de temps, généralement? Bien, ça dépend où vous vous trouvez. Si vous êtes dans une ville majeure, ça peut prendre quelques heures, mais si vous êtes à Fort St. John ou à Cold Lake en Alberta, ça pourrait prendre un jour ou même 2 jours. Est-ce que c'est déjà arrivé que les restrictions politiques, est-ce que vous êtes parfois obligé de relâcher cette personne-là avant qu'elle puisse être transférée à l'agence? On ne libérera pas cette personne-là sans l'autorisation de l'agence. Donc, vous pouvez garder cette personne aussi longtemps qu'il le faut? Bon. Alors, le projet de loi C8 peut... Qu'est-ce que le projet de loi C8 peut faire? Je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire par C8. Ben, c'est le projet de loi dont on parle ici, là. Oh, C12. Bon. Ah, j'avais compris 8. Ah, désolé, M. Fauvé,
nous allons devoir revenir à cette question-là après lors de la prochaine ronde. On passe maintenant à Dr. Pawlowski. Vous avez 5 minutes. Monsieur Sauvé, est-ce que j'ai raison de penser que la sécurité au poste frontalier, c'est la responsabilité de l'agence, mais après, c'est la GRC? Oui. Est-ce que la GRC a tous les pouvoirs, les mêmes pouvoirs, les mêmes compétences? Vérifie si quelqu'un a un permis de travail. Est-ce qu'ils ont les mêmes pouvoirs que l'agence? Port of entry, if you are authorized. Eh bien, si vous êtes autorisé à travailler dans un pays, si vous avez un permis de conduire, vous traverseriez un port de... Bon, en Ontario, si la GRC arrêtait quelqu'un qui n'avait pas de permis de conduire, est-ce qu'ils ont le pouvoir de demander, bon, laissez-nous voir votre permis de conduire? Oui, on peut demander ça. On peut communiquer avec l'agence aussi pour confirmer. Bon, c'est un problème pour moi. Moi, ma circonscription va de Thunder Bay jusqu'à la frontière du Manitoba. Donc, il y a une vaste région, le lac des Bois et Rainy Lake. C'est une région immense. Il y a beaucoup de baies, il y a beaucoup de lacs. La GRC avait un seul bateau qui fait parfois la navette entre les deux points, mais l'agence avait peut-être un bateau aussi. Et on essaie de travailler sur les questions. J'espère qu'on a fait des progrès. Mais vous avez mentionné la coordination. Bon, il y a le traité 3. Le ministère provincial des Ressources naturelles a quelques bateaux aussi. Mais s'il y avait plus de partage ou de chevauchement des compétences, on devrait pouvoir faire un meilleur travail en ce qui concerne protéger la frontière et pour s'assurer de limiter la surpêche. Mais le partage des responsabilités, est-ce que c'est quelque chose qui se passe? Je ne pense pas que la GRC arrête les bateaux en eau canadienne. Je pense que c'est la responsabilité des ressources naturelles de faire appliquer les limites de pêche. Mais est-ce qu'il y a ce partage de pouvoir ou de compétences? Should there be? Ou est-ce qu'il devrait y avoir un partage? Moi, je pense que tant que toutes les agences rament dans le même sens, on peut accomplir le même objectif. Et si les ressources pour patrouiller l'eau relèvent du ministère des Ressources naturelles et que l'agence et les services de police ont besoin de plus de ressources, est-ce qu'un pilote ne pourrait pas prendre ces personnes dans le bateau? Natural Resources enforces. Et Probably your particular jurisdiction, but I would note that... Bon, nous, on nous a dit que l'agence refuse d'aller sur des bateaux qui appartiennent à d'autres agences, comme la GRC ou les ressources naturelles. Est-ce que vous savez si c'est le cas? Ça, je ne le sais pas. Donc, à votre connaissance, si les différentes agences ne travaillent pas ensemble, s'il n'y a pas de coordination ou d'application conjointe des règles, ce n'est pas en raison de loi ou de législation ou d'obstacles législatifs, c'est plus une question de manque de coordination, tout simplement. Un manque de coordination, un manque de volonté, peut-être un manque de ressources aussi, ou manque de priorités claires pour pouvoir faire ce travail. Bon, à ce sujet, et j'ai déjà posé cette question, on sait qu'il n'y a pas assez d'agents de la GRC. La GRC cherche plus de monde pour cette région-là, pour patrouiller la frontière. 3 agents de North Bay ont fait une demande pour rejoindre les rangs de la GRC, mais le processus était tellement compliqué qu'ils ont tous abandonné. Et ce, malgré le fait que la GRC semble être désespérée. Ces personnes étaient prêtes à rester dans la région. Mais est-ce qu'il y a des exigences pour les agents qui transfèrent à la GRC? Est-ce que ces exigences sont trop onéreuses? Si ces agents sont expérimentés,
ils peuvent transférer comme des agents pourvu qu'ils aient une bonne réputation. On fait des vérifications, mais si je comprends bien, après, ils ont juste besoin de prendre une séance de formation de 3 semaines et ils peuvent rejoindre un dépôt de GRC. Parfois, on a beaucoup de membres qui travaillent dans des régions éloignées qui veulent travailler au fédéral. Ils veulent occuper un rôle général. Merci, M. Sauvé et M. Dr. Pawlowski. Bellefeuille pour 2 minutes et demie. Merci beaucoup, M. le Président. Vous nous avez dit à plusieurs occasions, puisque ce n'est pas votre première visite, M. Sauvé, qu'est-ce qui nuisait au travail puis à l'efficacité de la GRC, c'est que compte tenu de vos ressources humaines actuelles, qui ne sont pas tellement augmentées, à peu près autour de 18 500 agents, les priorités du gouvernement qui bougent, vous prenez vos ressources, puis là, vous les affectez à la nouvelle priorité. Alors là, aujourd'hui, on a l'opération Érable 2025, là, qui est pour lutter contre la fraude et la cybercriminalité qui a été annoncée. Donc, une équipe qui est concentrée là-dessus. Vous avez dit une équipe aussi sur la priorité gouvernementale de l'extorsion en Colombie-Britannique, puis une sécurité des frontières, principalement au sud. Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour être capable d'être plus actif pour le fait que les ressortissants puissent être interceptés puis quitter le pays? Est-ce que, face à toutes ces nouvelles priorités-là, est-ce qu'il n'en faudrait pas une équipe dédiée ou une priorité gouvernementale sur la question des ressortissants criminels qui sont encore au Canada? Pour la police fédérale, oui, je pense que oui. Je dois dire, le projet Érable, là, ça, c'est une équipe qui est déjà existante, qui annonce un nouvel projet qu'eux autres, ils font contre la fraude, le cybercrime, tout ça. Alors, c'est pas vraiment une nouvelle priorité pour eux autres, c'est un nouvel projet qui s'annonce public. Je l'ai lu ce matin. Oui. Mais pour les ressortissants des immigrants, tout ça, une dédication, puis la priorité du gouvernement que ça, c'est quelque chose qu'on veut faire, ça, c'est quelque chose qu'on s'en va dans cette direction-là, puis on va vous donner tous les outils pour être succès. C'est ça, parce que dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que vous n'avez pas le signal politique de dire, là, il faut mettre des ressources importantes pour toute la question des ressortissants immigrants qui sont des criminels dont on fait la recherche. J'avais pas le signal politique que c'est une priorité. C'est ça que je comprends. C'est ça. Puis, je vais me dire, l'implication du GRC dans tout ça, c'est vraiment limité. C'est l'arrestation ou peut-être l'intelligence ou peut-être le gérer d'une équipe intégrée. Quand on a la personne arrêtée, ça s'en va au CBSA. Alors, nous autres, on est hands-off après ça. Même dans le secteur Swanton, avec le Roxham Road, par exemple, là, quelqu'un qui croisait la frontière, on faisait l'arrestation, ça s'en va à CBSA. On est fini. Merci, Madame de Bellefeuille, de Soleil. Merci, Monsieur Sauvé. And now we will go to... On passe maintenant à Monsieur Lloyd. Vous avez 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Vous avez fait un excellent travail. Merci à notre témoin d'être ici aujourd'hui. Monsieur Sauvé, nous avons déjà entendu dire qu'on a besoin de plus d'agents de la GRC. Il y a une surcharge de travail. À quel point est-ce que c'est important pour les agences, les agents de la GRC ont besoin d'installations pour être formés sur les armes à feu? Eh bien, c'est une exigence de base, le port d'une arme à feu, de comment l'utiliser. Plus on accède à des centres de formation, mieux c'est. Est-ce que les installations sont disponibles à tous les agents? J'étais à Iqaluit il n'y a pas longtemps et ils se rendent tout simplement à l'extérieur de la ville. Mais en Colombie-Britannique, à Chilliwack, il y a un centre très spécialisé. Donc, c'est une installation privée que vous utilisez? Bon, le Centre de formation Pacifique, c'est une installation du gouvernement. Est-ce que là où je veux en venir, c'est que nous avons reçu de la formation du South Okanagan qui utilise un centre de sport
pour leur formation. Le comité, lors du dernier, de la dernière rencontre, demande au gouvernement de ne pas fermer cet établissement. Est-ce que vous avez des choses à dire sur ça? Moi, j'aimerais voir plus de centres de formation pour nos membres à travers le pays, pour pas que nos membres soient obligés d'utiliser d'aller dans un champ d'un fermier ou d'avoir besoin d'obtenir la permission d'un fermier pour poursuivre la formation. Dans d'autres témoignages, ont parlé des changements au niveau des exigences de visa et que cela a exacerbé le problème des ressortissants étrangers. À la dernière rencontre, les témoins disaient qu'ils essayaient de vider la baignoire avec un pot, mais que la baignoire continue de se remplir. Et vous avez dit que la GRC participe beaucoup au renvoi des ressortissants étrangers. Mais est-ce que vous avez remarqué que les exigences ou les changements au niveau des exigences des visas, que ces changements ont fait augmenter le nombre de ces cas au Canada? Moi, je ne l'ai pas remarqué, mais au cours des 8 dernières années, le Canada a vu une augmentation du nombre d'immigrants. Et quand on augmente le nombre de gens qui entrent au pays, vous allez faire augmenter le nombre de tout. Mais est-ce qu'il y a une façon de faire le dépistage? Si on n'a pas de visa, est-ce que ça enlève une mesure de sauvegarde importante? Je ne peux pas faire de commentaire là-dessus. À la dernière rencontre, j'ai parlé d'un bulletin que les agents des services frontaliers avaient reçu. Dans ce bulletin-là, il disait que, suite à l'agence de C-75, on demandait aux enquêteurs d'utiliser les mesures les moins restrictives dans des cas. Est-ce que c'est quelque chose que la GRC a reçu aussi, des directives en ce sens? Vous voulez dire pour les opérations quotidiennes, pour les cas d'immigration? Bien, pour les cas d'immigration, notre participation est très limitée. On fait l'arrestation, l'application de la loi et on les transfère à l'agence. Donc, si on met quelqu'un en arrestation, on les transfère à l'autre agence. Donc, vos membres font le travail dangereux d'arrêter les personnes à haut risque. Vous les transférez ensuite à l'agence et ensuite l'agence envoie une directive à ses enquêteurs selon laquelle ils devraient appliquer les règles du projet de loi C-75. Est-ce que ça mine le moral des agents de la GRC qui mettent leur vie en danger pour arrêter ces personnes? Eh bien, j'ai déjà parlé de ceci à plusieurs comités. J'ai déjà parlé des défis auxquels font face nos membres. En ce qui concerne les récidivistes, un agent de la GRC, lors de la dernière élection, m'a dit qu'il venait d'arrêter un dealer et que cette personne était libérée le lendemain. Est-ce que vous avez vu des cas où l'agence ou la GRC avait arrêté quelqu'un à haut risque et que cette personne a été relâchée très rapidement après? Rien de récent. Récent, non. Merci. With that, we will go to... Eh bien, on passe à M. Ramsey pour 5 minutes. Just to continue further the discussion you had with Mr. Lloyd. Pour continuer votre discussion avec M. Lloyd, Mme Kirkland a essayé de vous faire dire que après la détention d'une personne par la GRC, cette personne serait libérée tout de suite après. Mais honnêtement, la vérité, c'est que vous ne savez pas ce qui arrive après avoir remis la personne entre les mains de la SFC. Est-ce que c'est exact? La GRC ou la police de l'endroit va procéder à l'arrestation et nous transférons la personne, que ce soit au tribunal ou une autre agence ou un shérif ou la SFC. Le fait de libérer cette personne, ça dépend de cette autre agence, que ce soit un procureur de la Couronne qui plaide en faveur de la détention ou la SFC. OK, je comprends. Alors, vous avez également dit, Mme Kirkland a dit ou a posé une question concernant le rachat des armes à feu. Vous avez dit que vous êtes
un adepte d'arrêter le trafic illégal des armes. Je crois que nous le sommes tous, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que vous êtes contre le programme de rachat, n'est-ce pas? Ou bien on n'a pas vu, à tout le moins, une position de la Fédération nationale de police qui serait contre le programme de rachat. Notre position de 2020, renouvelée en 2024, était à l'effet qu'au Canada, la majorité des homicides et de crimes avec des armes, c'est des armes illégales qui arrivent, qui traversent la frontière à partir des États. Alors, nous appuyons des investissements pour combattre le trafic illégal des armes à feu qui arrivent des États-Unis. Donc, la majorité des homicides, mais on peut dire en même temps que la majorité des tueries de masse sont faites avec des armes militaires tactiques. Est-ce que j'ai raison? Bien, on est chanceux au Canada. Il n'y a pas eu beaucoup de tueries de masse, mais les tueries dont je suis au courant, oui, c'était obtenu de façon illégale. Madame de Bellefeuille, évidemment, encore une fois, quand vous avez dit quelque chose qui est évident, que le Canada est très recherché comme pays pour les immigrants, mais Madame de Bellefeuille a dit que la frontière est une passoire et vous étiez d'accord. J'aimerais vous donner l'occasion de corriger votre déclaration. Je ne crois pas que l'ASFC fait un aussi mauvais travail. Je crois qu'ils font un très bon travail et je ne crois pas que notre frontière soit un passoire. J'avais peut-être mal compris. C'est ce que je pensais. J'avais peut-être mal compris ou peut-être que j'ai fait un commentaire inapproprié, mais notre frontière est très sécurisée et les membres de la GRC ou les membres de l'ASFC font un travail formidable chaque jour pour s'assurer que le Canada soit un excellent endroit où vivre et ils font très bien ce travail. Est-ce qu'ils pourraient avoir de meilleurs outils à leur disposition afin d'être encore plus efficaces? Oui, mais on n'est pas rendu là encore. Mais nous essayons d'engager davantage de personnes, de fait. Et encore une fois, concernant le sujet du partage d'informations, je crois que le projet de loi C12, partie 5, article 10-29, partie 28, donne l'IRCC beaucoup de moyens pour améliorer la communication et le partage d'informations. Êtes-vous d'accord? Je crois que le projet de loi C12 a besoin de plus de travail dans certains domaines, évidemment, mais c'est quand même un très bon départ pour améliorer l'immigration et le partage d'informations entre les agences de force de l'ordre. Donc, plus de travail. Là, vous parlez d'accès légal. Ça dépend, c'est sorti de C12. Oui, mais ça s'en vient dans le C2. Merci beaucoup. Il vous reste 40 secondes, si vous le voulez. Eh bien, d'accord. Alors, une autre déclaration de Mme de Bellefeuille à propos du signal politique qui n'est pas là pour renvoyer des immigrants illégaux. Votre position, c'est que, compte tenu de votre participation limitée dans ce domaine, que vous n'avez pas vu s'il y avait ou non donc un signal politique. Puis-je vous suggérer que des 20 000 personnes qui ont été renvoyées l'année dernière, 9 000 étaient des personnes qui faisaient l'objet d'un mandat. De notre point de vue, si vous permettez 15 secondes, le signal politique de mon côté, c'est des changements de priorité pour le GRC avec des ressources limitées. Ce qui serait bien de voir, c'est un signal politique ou un mouvement politique ou quelque chose de dédié pour dire voici quelque chose qu'on vous demande de faire et voici les outils et les ressources pour que vous puissiez le faire de manière efficace plutôt que de dire la semaine prochaine, c'est le blanchiment d'argent, la semaine d'après, la sécurité frontalière, la semaine d'après, le fentanyl, etc. Voulez-vous 2 minutes et demie? Ah, ben mon Dieu, vous êtes donc bien généreux avec moi. On va vous réélire président.
Alors, just want to say that si vous voulez, you are actually doing a good job, Mr. Frizzle. Vous faites un bon travail, monsieur. Je voulais le mentionner. 2 minutes pour peut-être laisser la chance à M. Sauvé vraiment de nous formuler une recommandation, la recommandation la plus importante qui a lien avec notre étude, c'est-à-dire d'essayer de voir comment on pourrait intervenir plus rapidement pour, dans le fond, neutraliser les ressortissants criminels étrangers. Alors, s'il y avait une recommandation que vous nous suggériez, je vous laisserais nous décrire ça. Je pense que dans le budget 2025, vous avez un engagement du gouvernement fédéral d'engager, je pense que c'est 1000 personnels pour l'agence frontalière, 1000 personnels pour la GRC. Puis il y a vraiment des investissements dans la technologie puis les équipements qui vont assister à la sécurité frontalière. Puis vraiment, ça commence aux frontières. Ça commence aux frontières, puis avoir une frontière sécurisée, puis on s'aligne avec moins d'illégaux au Canada. Puis le mandat avec ces 1000 membres de l'agence, ces 1000 membres du GRC, avec leurs nouvelles technologies et outils pour faire ça, c'est vraiment d'avoir l'intelligence, puis le dire en priorité pour nous autres, c'est en premier, une frontière sécure, mais en même temps, on va enlever tous les mal au vent qui sont au Canada comme ça. Puis on fait ça une priorité, puis on rapporte 2 fois par année, quelque chose comme ça. OK. Une petite dernière question. Êtes-vous favorable à la demande de la GRC, surtout ceux et celles qui interviennent aux frontières au sud, je vous dirais, au niveau du Québec? Il y a des demandes de postes satellites de la GRC pour que les policiers soient vraiment plus près des frontières, parce que souvent les postes sont loin des frontières et il y a un défi dans le déplacement. Est-ce que vous trouvez que dans le cadre de l'étude actuelle, ça pourrait être un plus d'encourager les postes satellites pour intervenir plus rapidement? Oui, 100%. Je pense que mon collègue, M. Bédard, il a parlé de ça la dernière fois qu'on était ici, mais sûrement que dans la région de Beauce, par exemple, je pense qu'ils ont 470 km de frontières à sécuriser. Les postes satellites, pendant ces 470 km, ça sera vraiment welcome. Merci. Merci, Monsieur Sauvé et Madame de Bellefeuille. For the committee's benefit, we started. Alors, pour le comité, nous avons commencé à 11h49 et il est 12h41, donc il nous reste 8 minutes. Je me remets au comité. Est-ce qu'on termine? On a entendu beaucoup de témoignages parce qu'on avait seulement une déclaration d'ouverture, donc je m'en remets au comité. 4 minutes chaque et utiliser le plus possible de notre temps, ou bien le président pourrait accepter une motion d'ajournement. Donc, voulez-vous 4 minutes chaque? D'accord? Alors, 4 minutes chaque. Je ne sais pas qui des conservateurs ira de l'avant. Monsieur Hall? Merci. Oui, c'est une question que j'aimerais poser. Vous avez parlé de plus de ressources et de plus d'appui pour les forces de l'ordre, et vous avez parlé, le gouvernement parle d'engager plus d'agents de l'GRC et de l'ASFC. Mais en même temps, le ministre a confirmé qu'il y aura une coupure de 2% à l'GRC et à l'ASFC au budget. Alors, comment est-ce que ça peut se faire? D'un côté, vous en avez besoin de plus et en même temps, le gouvernement dit qu'on va couper 2%. Savez-vous, l'initiative de dépenses raisonnables de 2%, 98 millions de dollars sur 3 ans pour le GRC. Les membres m'ont posé la question aussi. Ils viennent me dire comment couper 98 millions de dollars tout en engageant. C'est vraiment un dilemme. C'est vraiment presque... Bon, selon mes discussions avec le commissaire et avec le GRC, pour eux, 2% est entièrement pour les défis administratifs au siège social national. Plusieurs centres de politique sont réunis pour un seul centre de politique, être plus stratégique en déployant leurs ressources administratives. Et j'ai eu l'engagement du commissaire que ce 2% n'aura pas d'impact sur les opérations, pas du tout. Je sais qu'il y a eu certains impacts aux opérations depuis 5 mois,
parce qu'on attendait l'enveloppe de financement du budget 2025, mais maintenant que c'est en place, je fais un suivi auprès du commissaire pour m'assurer que rien ne soit gelé de ces opérations. Merci. Dans votre présentation, vous avez mentionné le risque élevé pour vos agents qui procèdent à ces interventions. Pouvez-vous expliquer davantage comment faire face à ces enjeux? Tout d'abord, l'interception pour un contrôle routier. Les agents de police ne savent pas qui est dans la voiture, que ce soit le conducteur ou l'un des passagers. Alors, c'est là où le risque est plus élevé. Et une des choses les plus dangereuses, c'est un contrôle routier pour un agent de police. Et que ce soit le jour, à Portage-la-Prairie, sur l'autoroute 1, ou que ce soit au milieu de la nuit, à Surrey, en Colombie-Britannique, ou à New Glasgow, en Nouvelle-Écosse. Alors, le fait de pouvoir avoir des informations précises et de pouvoir disposer des ressources, c'est quelque chose d'aussi simple que quelqu'un qui vient en renfort d'avoir la présence d'un autre agent comme renfort peu de temps après si ça va mal. Alors, à l'heure actuelle, vous n'avez pas ce genre de soutien. Tout dépend où on est. À certains endroits, en Saskatchewan ou en Manitoba, ou en Nunavut, ou dans les territoires du Nord-Ouest, et même Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Colombie-Britannique, nous avons peut-être un renfort à 1 heure de route. Vous avez mentionné que dans certains secteurs, vous avez un nombre élevé de personnes. Enfin, j'aimerais savoir, comme à Toronto, c'est un des secteurs. Alors, quel est le problème selon vous? Pourquoi est-ce que c'est... Évidemment, à Toronto, il y a le service de police de Toronto qui fait un excellent travail dans cette ville et il y a d'autres agents de police dans les villes voisines. Donc, on peut se trouver dans une situation plus favorable si on a besoin d'aide. Comme il y a beaucoup de services de police qui sont proches et l'OPP aussi. Mais quand on commence à parler de secteurs géographiques plus vastes comme le Manitoba, avec beaucoup de petites collectivités, ça peut être plus facile de se cacher dans une petite collectivité plutôt que dans un grand centre. Merci beaucoup, M. Sauvé et M. A. Thank you, Mr. Chair. Merci, M. le Président. M. Sauvé, le Canada est le seul partenaire du groupe des 5 qui n'a pas une loi qu'on cherche par la Fédération de la police pour ce qui est dans la partie 14 et 15 du projet de loi C2. Quand on fait des enquêtes sur des menaces cybernétiques et des réseaux à l'extérieur du pays, comment l'absence de la parité et l'accès empêche le GRC d'inclure de façon efficace des renseignements avec des alliés comme les États-Unis qui seraient pertinents immédiatement pour procéder à des renvois de ressortissants étrangers criminels. Du point de vue opérationnel, je suis sûr que vous avez d'excellents témoins de la GRC qui sont venus témoigner à cet effet. Pour nous, ce que nous voyons, c'est que ça se ralentit. Alors, l'ère de l'information 2025-26, je crois que personne au Canada n'avait prévu à quel point les choses pouvaient exploser. À notre dernier comité, le Dr. West parlait des adresses IP qui peuvent exister pendant quelques minutes plutôt que des heures, des mois ou des semaines ou des années. Et j'ai parlé à des criminels qui utilisent des téléphones jetables et qui ont jeté les téléphones ou des informations d'abonnés qui sont imprécises et de pouvoir avoir accès à cette capacité rapidement pour pouvoir collaborer avec nos partenaires du groupe des 5 ou avec les États-Unis, par exemple. La seule possibilité d'avoir accès aux informations et d'obtenir l'information en temps utile, ça nous permettrait d'être un partenaire efficace. Mais sinon, on ne peut pas l'avoir rapidement ou si l'information est perdue, on n'est plus un partenaire de valeur. Merci beaucoup. Alors, la partie 6 du projet de loi C12 concerne le partage d'informations entre l'IRCC, l'ASFC et les services de police fédéraux et autres. Donc, on a besoin de renseignements robustes. À quel point est-ce que l'amélioration de collaboration entre les agences permettrait à la GRC de donner des renseignements rapidement nécessaires à l'ASFC pour que leurs agents puissent prendre des décisions rapidement sur l'admissibilité pour protéger l'intégrité
des points d'entrée et de renvoi du Canada. C'est très important. Et ça revient à quand M. Pawlowski et moi, nous avons parlé d'intégration et de collaboration interagence. Alors, du point de vue de la sécurité frontalière, j'ai eu l'occasion de parler à un certain nombre de mes collègues à New York, à Vermont et leurs associations des forces de l'ordre et de protection de la frontière. Et quand on collabore ensemble, ils travaillent très bien. Même si on parle de pays différents, le partage d'informations se fait. Les agents de police, les forces de l'ordre sur place font un très bon travail ensemble. C'est quand c'est à un palier supérieur qui commence à remettre en question des informations qu'on peut partager. S'il faut couper des pages ou des paragraphes, c'est là où ça devient un défi. Alors, pouvoir partager, c'est excellent. Alors, vous êtes d'accord que les démarches du projet de loi C12 qui complémente la C2 seraient un exemple de régler tous les problèmes de silos? Oui, je ne suis pas en faveur des silos, à moins d'être dans les prairies. Est-ce qu'il me reste du temps, Monsieur le Président? Je laisse aller. Merci d'avoir l'occasion. Merci beaucoup, tout le monde. Merci d'une réunion très efficace. On est rendu à la fin de notre période des affaires prévues. À ce stade-ci, il faut soit une motion d'ajournement ou un consensus pour l'ajournement. Monsieur Ramsey, une motion d'ajournement? D'accord, c'est adopté. Merci.